Ce qui devait arriver arriva. Les marchés ont pris conscience cette semaine de quelques notions que nous avions pourtant évoquées ensemble ces dernières semaines. Est-ce pour autant grave? On en est où? Et quelles sont les dernières actualités impactantes pour les marchés? Mon avis pour la suite? Quelques chiffres macroéconomiques cette semaine, ici et là, mais sans vraiment d'importance parce que ce qui compte, c'est ce qui va tomber la semaine prochaine. L'inflation, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, le discours de la Banque Centrale Européenne et j'en passe. Et oui, ce sera important parce que c'est le sujet qui a fait basculer les marchés cette semaine. Et pourtant, c'est pas nouveau, on en parle ici chaque semaine, mais il a fallu que Lael Brainard, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, s'exprime avec, je cite, « Il est primordial de faire ralentir l'inflation pour que les marchés se réveillent. » Eh oh, wake up everybody! N'oubliez pas là, Dow Jones, CAC 40, DAX, Nasdaq là, toi qui fais le malin là, qui rigole, plus 17% depuis les plus là. Bon, tu l'auras pas volé celle-là. Retombe en pression, voilà, moins 5%, c'est bien. Viens voir le dollar américain, tiens, j'ai explosé avec le taux à 10 ans aux US, tu vois. Le marché a compris le message. 80% du marché anticipe désormais une double hausse des taux lors de sa prochaine réunion le 4 mai, soit 50 points de base. Elle a ajouté vouloir commencer à réduire le bilan exorbitant de la Fed qui s'élève à tout de même 9 000 milliards de dollars. Oui, ça fait un peu gros. C'est surtout à un rythme rapide qui a commencé à faire basculer les marchés cette semaine. Elle a dit, je cite, « Je m'attends à ce que le bilan soit réduit à un rythme considérablement plus rapide que lors de la précédente reprise avec des montants significativement supérieurs et sur une période bien plus courte comparée à la période 2017-2019. » À l'époque, c'était 50 milliards de dollars de réduction du bilan par mois et là, elle veut les doubler. Et comme si ça semblait être une surprise, l'inflation est toujours plus haute. Donc rendez-vous la semaine prochaine avec l'inflation aux États-Unis et compagnie et le discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. Après les derniers événements en Ukraine, renfort des sanctions envers la Russie et plus particulièrement contre les banques russes. Gel de tous les actifs de la Sberbank et de l'Alfa Bank qui touchent le système financier américain. Sberbank est la plus grande banque russe avec près d'un tiers des actifs du secteur bancaire. Alfa Bank est la première banque privée de Russie. Joe Biden va publier un décret pour interdire tout nouvel investissement américain en Russie. Le Trésor a annoncé bloquer la capacité de Moscou à rembourser ses dettes à partir de comptes en dollars détenus dans les banques américaines. Une mesure qui pourrait entraîner des défauts de paiement, les banques n'ayant pas autorisé le paiement en roubles par Moscou pour honorer le remboursement de 640 millions de dollars de dettes qui arrivait à échéance cette semaine. Un délai de 30 jours a commencé à courir à Moscou. L'Europe renonce au charbon de Moscou. Elle importe 40% de son charbon de Russie pour un montant total de 4 milliards de dollars par an. Pour autant, rien de nouveau concernant le pétrole et le gaz. L'Europe a également annoncé l'interdiction d'exporter vers la Russie, notamment les biens de haute technologie. On parle de 10 milliards d'euros et également le gel de plusieurs avoirs de banques russes. Allez, c'est l'heure de remplacer la rubrique microéconomie par les stars de Wall Street. Elon Musk, qui détient désormais 9,2% de Twitter, a déposé un dossier auprès de la SEC, l'autorité des marchés aux États-Unis. Il a annoncé son entrée dans le conseil d'administration et il ne s'engage pas à dépasser le seuil de 14,9% des actions détenues de Twitter. Mais surtout, il veut mettre un bouton édition sur Twitter. D'ailleurs, Twitter a fait une blague le 1er avril en disant bosser sur le projet. Et le problème, c'est qu'on pourrait a fortiori modifier les tweets après coup. Bon, la lumière marche pas, je change de lumière en plein cours, c'est bien, c'est une bonne idée. Note pour la prochaine fois, charger la caméra et la lumière qu'il y a au-dessus de la caméra. Putain, quelle équipe de braque. Ah mais non, j'ai pas d'équipe en fait. Bah du coup, c'est qu'on pourrait modifier après coup... j'achète, ah mais non, en fait je vends. Tu me diras, ça n'empêche pas de mettre les deux dans un même tweet. Ah non, pas de second degré sur Twitter, on a dit, non, pas de, moi je comprends pas. Non, pas de polémique, on a dit. L'autre star de Wall Street, Warren Buffett, qui achète du Hewlett Packard. Et quand il achète, il appuie, il fait pas semblant, il achète direct 10% du capital. Il faut dire que le bonhomme, il a un peu de cash autour du ventre. 147 milliards de dollars, messieurs, dames. Ouais. Il pèse gros. Alors, il a fait ça indirectement via sa boîte, Berkshire Hathaway, des compagnies d'assurance, entre autres. Bref, il en a pour 121 millions d'actions HP et il en a acheté 11 millions d'actions cette semaine. Fais voir le graphique d'HP. Warren,
T'as FOMO là? Bah si, t'as FOMO les ATH. Si, t'as FOMO. Si, t'as FOMO tout là-haut. Si, je t'ai vu. Et la troisième star de Wall Street, c'est moi? Oh non, c'est vrai? Aïe, mes mollets, aïe. Comme je le répète maintenant depuis 2 semaines, la macroéconomie n'a absolument pas bougé. On continue dans la même tendance d'un point de vue économique, au sujet également de la guerre en Ukraine, et pour autant les marchés ont explosé. L'élastique qui était tendu en bas s'est tendu en haut, et on a eu le repli escompté de l'ordre de 4 à 5% cette semaine. C'était le projet qu'on a encore une fois répété cette semaine dans le carnet de bord, publié dès le lundi, avec du coup la mise en place de stratégies de vente tout au long de la semaine. Comme sur le CAC sous les 6650 points, le Nasdaq proche des 15 170 et j'en passe. Donc pour contextualiser et garder cette vision à 360 degrés, voici pour moi les points clés. L'inflation dure, les politiques monétaires resserrent les boulons, impact positif sur le taux à 10 ans aux États-Unis qui s'emballe à 2,68%, c'est la tendance, tout comme le dollar américain qui fait des nouveaux plus hauts face à un panier de devises et ce depuis 1 an et demi. C'est quand même pas hyper positif pour les marchés. Les catalyseurs positifs, il n'y en a pas des masses. On verra la semaine prochaine parce qu'on entame la saison des résultats trimestriels. Semaine prochaine, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. Si, il y a peut-être un catalyseur positif, on peut le voir comme ça. C'est le pétrole qui retombe autour des 100 $. Et si on prend les indices américains en daily, on reste au-delà de 50% de la vague haussière qu'on a entamée au début du mois de mars. Ce qui nous donne finalement un retour sur ces lignes bleues ici qui correspondent aux moyennes mobiles à 20 jours. C'est un indicateur de tendance à court terme. Oui, on a un plafond de verre au-dessus de la tête, mais on n'est pas non plus dans un retournement baissier violent. Pas en mode panique non plus. Le Nikkei repasse en dessous de la borne basse du range dans lequel il a évolué tout au long de l'année 2021, mais il n'accélère pas pour autant. Le yen ne bouge plus, preuve qu'il n'y a pour le moment pas de retour d'aversion au risque. Je rappelle en effet que le yen est une valeur refuge. En Europe, le CAC tient pour le moment les 6400 points, le DAX les 13008 et les deux tournent autour de leur MM20 daily, qui nous donne une tendance à court terme neutre. On va continuer à évoluer entre surchaude et surfroide, sans raison apparente de s'effondrer, car même s'il y a de l'inflation, si elle est contrôlée, c'est pas forcément négatif en soi. Sans raison de s'enflammer non plus, dans le contexte notamment qu'on connaît en Ukraine. Ceci dit, la semaine prochaine, la macroéconomie et la microéconomie risquent d'évoluer avec les publications des résultats trimestriels. Ce qui seront importants, ce seront certes les résultats, mais surtout les perspectives, savoir s'il y a de la visibilité. Donc après avoir travaillé les ventes, la hausse sur les zones de résistance, j'espère que vous en avez profité cette semaine si vous faites partie d'IVT. Ça sera donc de travailler les achats sur les bornes basses. Et toujours de la même manière, sur des niveaux clés, on attend que les marchés nous donnent des signaux qui vont dans notre sens. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler le Dow Jones vendredi parce que c'était l'indice le plus fort. Avec modération, parce que la zone d'achat idéale finalement est un étage en dessous. Voici quelques points de repère d'ailleurs que j'avais déjà fixés dans le carnet de bord de lundi. Je vous en partage quelques-uns. 6400 sur le CAC, 13800 sur le DAX, 13004 sur le Nasdaq. Attention par contre, j'exclus absolument pas qu'on aille voir ce qui se passe un étage plus bas parce que ça correspondrait à 50% de retracement de toute la vague haussière qu'on avait connue. Ce qui nous donnerait par exemple 14 000 points sur le Nasdaq. Donc mode range. Achat en bas de range, vente en haut de range. C'est être contrariant. Quand ils s'enflamment et qu'ils vont tout là-haut, on reste calme, voire on essaye de faire l'inverse si le marché nous donne des éléments. Et quand ça tombe sec, on se calme et on fait des recherches d'achat opportunistes. À ce sujet, j'ai sorti tous mes achats de l'euro contre le dollar à 1,0905 parce qu'il continue cette tendance baissière daily. J'y retournerai probablement un étage plus bas sur cette grosse zone mensuelle, donc autour des 1,04, 1,07. Et le pétrole, toujours sur surveillance sur cette zone des 97 $. S'il réagit positivement, j'y retournerai également à l'achat. Vu le contexte de marché hésitant, il faut se faire confiance sur ses plans. Ne pas insister si ça prend pas, bien préparer ses zones d'intervention en avance et n'y aller que si les signaux de marché vont dans notre sens. Faut pas tirer de plan sur la comète, tirer de conclusions trop hâtives. Oui, moi qui n'étais absolument pas acheteur sous ces gros niveaux de résistance sur les indices, j'ai attendu 2 semaines finalement que le marché me donne des indications qui aillent dans mon sens pour y aller. Aucune certitude d'ailleurs que ça pouvait fonctionner. Et d'ailleurs, si le marché était encore monté, finalement
l'acharnement il sera allé sans moi. C'est toute la différence entre l'acharnement, c'est-à-dire continuer à insister même si on sait qu'on a tort, et la persévérance lorsqu'on n'a ni tort ni raison, continuer d'appliquer le plan qui est travaillé tant qu'il n'est pas invalidé. Le plan là tout de suite c'est le pouce, vous êtes un millier toujours à le faire, merci à vous, et peut-être qu'un jour on fera encore mieux, alors on va persévérer. Passez un très bon dimanche et à très vite. Ciao.